Nous allons passer au second intervenant, le temps de vous projeter voilà, la visio. Donc, voilà, Monsieur Jean-Michel Perminja qui arrive, voilà. Monsieur Perminja, c'est à vous la parole. Merci. Alors, je vous remercie de m'avoir invité à ce colloque. Donc, je vais intervenir à partir surtout de mon expérience professionnelle. Moi, je suis un praticien avant tout et je ne suis pas professeur ni juriste au sens théoricien du droit, mais un praticien. Et à partir donc de l'expérience que j'ai, d'une carrière professionnelle qui s'est achevée il n'y a pas longtemps, donc j'ai encore tout ça bien en tête dans ma mémoire. Euh, Par rapport au sujet qui nous occupe, c'est-à-dire la question de la désinstitution, je pense qu'il faut rappeler d'abord à quoi servent l'institution. L'institution dans une société servent, enfin les institutions, et donc souvent traduites par le droit, donnent des formes juridiques à des données de fait, hein, mais aussi aux volontés individuelles qui s'expriment. C'est-à-dire que finalement, les institutions aboutissent à structurer le fonctionnement de la société en lui donnant un cadre juridique qui préexiste à l'arrivée des individus dans cette société, même si quand ces individus arrivent, bien sûr, ce cadre peut évoluer et s'adapter aux individus. Mais un des éléments qui me paraît important dans le terme d'institution, c'est son caractère de stabilité et de préexistence, hein, d'un cadre qui préexiste l'entrée ou l'arrivée des individus dans la société. Ce qu'on peut dire peut-être dans la situation contemporaine, c'est qu'elle se caractérise par un processus effectivement de désinstitution qui pourrait, je reprends ici une expression du professeur Labrusse Rioux, qui pourrait être représenté par la démolition, par le droit positif lui-même, des institutions, notamment celles qui encadrent les personnes, au profit de droits individuels qui sont inévitablement contradictoires entre eux. Et je pense que cette évolution-là peut expliquer beaucoup des choses que nous avons constatées, qui ont été exposées d'ailleurs dans la première intervention de Maître Le Gouvello. Pour ma part, je voudrais intervenir dans deux sujets et montrer en quoi il existe une désinstitution, donc une démolition des institutions, mais pour deux raisons différentes. La première dans le domaine de la famille et de l'autorité parentale, et le deuxième dans le domaine de la protection de l'enfance. Dans le domaine de la famille et de l'autorité parentale, vous savez que la famille n'est pas définie sur le plan juridique par le Code civil. On utilise le mot quelquefois, hein, mais on parle par exemple d'intérêt de la famille ou de se comporter en bon père de famille. Mais la famille elle-même n'est pas définie par le Code, même depuis son origine. En revanche, le Code, lui, fixe les règles du mariage, du divorce, du Pacs, de l'autorité parentale qui encadrent le fonctionnement familial. Donc on peut définir la famille que sur un plan sociologique, et de ce point de vue-là, on était à peu près d'accord pour dire qu'il s'agissait d'un groupe d'individus unis par une communauté de vie et le plus souvent par des liens de sang, de parenté et d'alliance. Et pendant longtemps, le modèle familial dominant a été celui de parents mariés vivant avec leurs deux enfants. Ce qui s'est passé au cours des 50 dernières années, tout le monde le sait, depuis le début des années 70, c'est que les structures familiales se sont peu à peu écartées de ce modèle traditionnel. Les mentalités ont suivi l'évolution de la société concernant le couple, c'est-à-dire l'augmentation du nombre de divorces, l'augmentation du nombre d'unions libres. Le nombre de mariages a culminé à peu près à 400 000 en 1972 pour ensuite dégringoler jusqu'en 2018 où il n'y avait plus que 235 000 mariages. En même temps, on a créé le PACS pour tenir compte de cette évolution qui, lui, a atteint en 1998, et le nombre de PACS a atteint à peu près 208 000 en 2008 également. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces couples mariés ou divorcés se séparent aussi, et que le nombre de divorces a augmenté très fortement jusqu'à 130 000 divorces. Hein, ce divorce étant d'ailleurs facilité par des lois successives jusqu'au divorce par consentement mutuel. Mais les séparations concernent aussi les PACS, puisqu'il y a 25 000 PACS qui sont dissous, et on peut aussi rappeler que tous les couples qui vivent en union libre sans aucune forme juridique ne sont pas comptés là-dedans, mais ils se séparent aussi. Donc on peut considérer qu'il y a une véritable révolution anthropologique qui concerne la famille, hein, qui a dissocié la conjugalité et la parentalité, qui divise ce qui relève de la sexualité
du vivre ensemble, de l'engendrement, de la filiation, tout ça qui était regroupé dans l'institution familiale, aujourd'hui est éclaté et dispersé. Et c'est ça qui constitue la révolution anthropologique de la famille. Le droit a suivi cette évolution. Il a reconnu l'existence des différents modèles familiaux. Ce qui est peut-être le plus typique, c'est que le code qui s'appelait auparavant le code de la famille et de l'aide sociale, qui concernait l'action sociale, s'appelle maintenant le code de l'action sociale et des familles, ce qui montre bien que la loi reconnaît effectivement différents modèles familiaux. Et pour l'INSEE, d'ailleurs, la famille, n'existe pas, elle appelle ça un ménage, et qui est composé de deux personnes, soit un couple avec plusieurs enfants, soit un adulte avec son ou ses enfants, ce qu'on appelle les familles monoparentales. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que pour la première fois, en 2018, les familles composées de deux parents mariés vivant avec leurs enfants sont devenues minoritaires. Elles ne représentent plus maintenant que 45% des familles. La part des naissances hors mariage a dépassé celle des naissances hors mariage déjà depuis 2007. Il faut rappeler qu'elle n'était que de 10%. C'est-à-dire en 1980, 10% des enfants étaient nés hors mariage. En 2007, 50% et 60% en 2018. Malgré cette évolution, il faut constater qu'aujourd'hui, 72% des enfants vivent encore avec leurs deux parents, qu'ils soient mariés ou non. 19% vivent dans des familles monoparentales et 6% dans des familles recomposées. Alors, par rapport à l'autorité parentale, eh bien, le droit de l'autorité parentale a consacré l'affaiblissement du modèle traditionnel de la famille. Là aussi, l'autorité parentale, l'institution de l'autorité parentale, a dissocié le lien juridique existant entre les parents et le contenu des responsabilités exercées envers l'enfant. Tous les enfants, désormais, ont les mêmes droits par rapport à leurs parents, et ces derniers ont les mêmes obligations envers leurs enfants, dès lors qu'il existe un lien de filiation. Et l'autorité parentale se définit aujourd'hui comme l'ensemble des droits et des devoirs qui ont pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents. Jusqu'en 2013, le texte disait les pères et mères, mais depuis 2013 et le mariage pour tous, elle appartient aux parents pour protéger l'enfant de sa santé jusqu'à sa majorité ou son émancipation. Donc, pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement. La dernière loi de l'autorité parentale, c'est la loi du 4 mars 2002, a consacré un principe qu'on appelle celui de coparentalité. Et désormais, tous les textes concernant l'autorité parentale sont regroupés dans un titre unique du Code civil qui est applicable à tous les enfants, quel que soit leur statut juridique, qu'ils soient nés en mariage ou hors mariage. Là, cette évolution-là a pour un impact important, c'est que en l'absence finalement de textes qui organisent de façon précise les modèles familiaux et les droits respectifs des parents, on peut avoir des enfants qui vivent dans une famille où des enfants sont mariés, où les deux parents sont pacsés, où les deux parents vivent ensemble sans lien juridique, où les parents sont de même sexe ou pas, ou vivent auprès d'un parent, et la plupart du temps, ces familles sont des familles recomposées. Donc la loi ne fixe pas de cadre à tout ça. Et quand les familles se séparent et qu'il est nécessaire ou même quand elles ne se séparent pas d'ailleurs, mais quand il est nécessaire de prendre des décisions dans l'intérêt des enfants, eh bien très souvent, puisque l'autorité parentale est conjointe, très souvent il faut faire intervenir un tiers, et le tiers c'est le juge aux affaires familiales. Alors pour le coup, le nom de famille apparaît dans le Code civil parce qu'il y a effectivement un juge aux affaires familiales qui s'occupe surtout des affaires de dislocation familiale. Il intervient quand les familles se séparent et quand il faut statuer en cas de désaccord. Mais comment le juge peut-il statuer pour prendre des décisions concernant l'enfant dans un contexte aussi mouvant et incertain qui est celui de l'évolution des familles que j'ai rappelé tout à l'heure, rapidement? La solution qui a été trouvée, en pratique, c'est que le juge statue dans l'intérêt de l'enfant. Alors, la notion d'intérêt de l'enfant est devenue un concept de base en matière d'exercice de l'autorité parentale et d'action auprès des enfants. C'est un principe qui a été mis en exergue notamment par la Convention internationale des droits de l'enfant, qui dispose que dans toutes les décisions qui le concernent, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. C'est un principe dont l'applicabilité directe a été posée par la Cour de cassation plus de 15 ans après l'entrée en vigueur de la Convention, puisque l'applicabilité directe n'a été reconnue qu'en 2005 par un arrêt de la Cour de cassation.
Mais depuis 15 ans, effectivement, c'est une notion qui est très souvent mise en avant pour demander au juge de trancher. Mais c'est une notion qui est éminemment subjective. Quel est l'intérêt de l'enfant par exemple, lorsque des parents se séparent avec un enfant de quelques mois et qui demandent que la résidence de l'enfant soit fixée en alternance entre les deux parents. Quel est l'intérêt de l'enfant quand des parents s'opposent à ce que l'autre parte à l'étranger en situation de crise sanitaire? Bon, quel est l'intérêt de l'enfant quand un des parents demande qu'un enfant soit inscrit dans telle école plutôt que dans telle autre? On demande au juge de s'insérer finalement dans l'intimité familiale pour prendre des décisions sur lesquelles même s'il met en avant la notion d'intérêt de l'enfant, cette notion est éminemment subjective. Et je trouve qu'on est souvent très désarmé pour trancher, sachant que en matière de droit de la famille et de procédure de la famille, le juge des affaires familiales ne peut pas prendre l'initiative d'ordonner des mesures d'investigation. Il attend que les parties lui apportent des preuves qui sont débattues contradictoirement devant lui. Donc la vie de l'enfant se trouve ainsi soumise non plus à une institution, mais à la liberté des parents de choisir le mode de vie qu'ils veulent, sans référence à un modèle préexistant, puisque chaque parent, chaque personne peut construire son propre modèle familial. Et ce nouveau modèle institutionnel, qui est souple et évolutif, on peut lui reconnaître ce mérite-là, n'est pas nécessairement conforme aux besoins de stabilité éducative et affective d'un enfant. Et je ne suis pas sûr non plus que la place croissante qui est donnée au juge pour statuer sur l'intérêt de l'enfant soit une bonne évolution de nos sociétés. Je voudrais rapidement aborder un autre exemple de désinstitution qui concerne la protection de l'enfance. Alors, la protection de l'enfance, c'est un ensemble de règles qui ont pour but de prévenir ou de suppléer justement les carences des titulaires de l'autorité parentale, mais qui ont pour effet de mettre l'enfant en danger ou en risque de danger. L'État intervient pour assurer la protection de l'enfant de façon, je dirais, croissante, mais depuis la première fois que l'État est intervenu, c'est en 1889, en créant une loi qui sanctionnait, qui permettait d'échoir un père de l'autorité paternelle en cas de mauvais traitement à un enfant. Depuis, on a construit un dispositif de protection de l'enfance qui se caractérise par une double compétence, une compétence administrative qui est confiée à l'administration lorsque l'enfant est en risque de danger, et une compétence judiciaire lorsque l'enfant est en danger. Cette double architecture a été terminée, je dirais, en 1958. Et de 1958 à au début des années 2000, elle est restée quasiment stable. L'enfant en risque de danger relevant de la compétence de ce qu'on appelait les DAS, Direction des affaires sanitaires et sociales, la compétence du juge des enfants, la compétence pour l'enfant en danger relevant du juge des enfants. Les deux acteurs relevaient de l'État et étaient sous l'autorité de l'État. Et ce qui s'est passé depuis le début de ces années-là, c'est la mise en place de la décentralisation. Et aujourd'hui, depuis 1983, donc, l'État a délégué aux conseils départementaux la responsabilité de mettre en œuvre les mesures de protection de l'enfance. Et on a essayé également de réduire la part de l'intervention judiciaire. En 2007, une loi a été votée en essayant de favoriser ce qu'on appelait la déjudiciarisation pour favoriser l'exercice par les parents d'une responsabilité conjointe envers leurs enfants. C'est-à-dire que si les parents se mettaient d'accord pour apporter une solution aux difficultés d'éducation de l'enfant, aux difficultés qu'ils avaient dans l'exercice de l'autorité parentale, eh bien, le juge de l'enfant n'avait pas à intervenir. Bon, ce phénomène a échoué, cet objectif a échoué. Aujourd'hui, la protection de l'enfance est très majoritairement une mesure judiciaire, puisqu'il y a environ un peu plus de 300 000 enfants qui font l'objet de mesures de protection de l'enfance en France. Et 80% des mesures ordonnées sont des mesures ordonnées par les juges des enfants. 90% des mesures de placement, c'est-à-dire quand on retire l'enfant de son milieu familial, sont ordonnées par les juges des enfants. Et 70% des mesures, ce qu'on appelle d'AEMO, c'est-à-dire d'action éducative en milieu familial, c'est-à-dire que l'enfant reste dans sa famille et il est suivi par des services éducatifs. Ces mesures-là sont à 70% ordonnées par les juges des enfants et 30% simplement par les conseils départementaux. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est le point que je voulais évoquer, c'est que les mesures de protection, elles, qui sont donc massivement ordonnées par le juge,
doivent être exécutés par les conseils départementaux, qui donc sont chargés de la mise en œuvre des mesures de protection de l'enfance et de la coordination des politiques de prévention. Or, il existe un principe qui est un principe constitutionnel, qui est celui de la libre administration des collectivités publiques, et qui fait que les conseils départementaux s'organisent comme ils le souhaitent pour mettre en œuvre les mesures de protection qui sont ordonnées par la justice. Ils doivent les exécuter, mais la loi ne fixe pas leur niveau d'intervention. Et on assiste à de très grandes disparités entre les conseils départementaux, puisque dans le taux, par exemple, de suivi des enfants, d'enfants faisant l'objet de mesures de protection varie de 1 à 4. Dans certains départementaux, le nombre d'enfants placés en famille d'accueil varie de 17% à 80%. Vous voyez, il y a une norme sur le territoire national, une grande inégalité, je dirais, de mise en œuvre des mesures de protection de l'enfance. Et de façon très chronique, on a des scandales qui éclatent sur des enfants qui ont été mal pris en charge, des ruptures de prise en charge. Il y a eu la semaine dernière encore une émission sur un foyer d'enfance dans laquelle, sur des enfants plutôt qui avaient été logés en hôtel, et l'un d'entre eux a fait passer un autre enfant par la fenêtre. Cet enfant est mort, c'était fin 2019. Enfin, de façon très régulière, des incidents se produisent, et à ce moment-là, on constate qu'effectivement, la protection de l'enfance ne fonctionne pas bien. L'année dernière aussi, les juges d'enfants, par exemple, ont fait paraître une tribune dans la presse, les juges d'enfants de Bobigny, puis du département du Nord, parce que les mesures qu'ils avaient ordonnées étaient exercées et mises en œuvre après un délai qui pouvait atteindre plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, les enfants en danger n'étaient pas pris en charge, malgré des décisions judiciaires. Donc là, ce qui me paraît important, peut-être de mettre en évidence, c'est que la défaillance ou la désinstitution vient non pas du cadre législatif et réglementaire qui est à peu près, je dirais, adapté aux besoins de protection de l'enfance et à peu près conforme aux exigences de la Convention internationale des droits de l'enfant, mais il provient de la complexité et de la fragilité du dispositif qui a été mis en œuvre et de l'absence de pilotage par la puissance publique, au sens large, que ce soit l'État et les conseils départementaux. Donc le retrait finalement de l'autorité publique aboutit aussi à des défaillances dans le fonctionnement des institutions, et ce qui est là aussi préjudiciable aux besoins fondamentaux de l'enfant. Voilà. Les deux exemples que je voulais donner, qui sont très différents de ceux qu'évoquait Maître Le Gouvello tout à l'heure, mais qui sont, je pense que ce sont des éléments importants à prendre en compte aussi dans ce phénomène des institutions et de la place du droit et du juste. Merci beaucoup, Monsieur Perminja. Je vais commencer le temps des questions. Moi, j'avais quelques questions. Je les adresserai peut-être aux interlocuteurs les uns après les autres pour que ce soit plus simple en termes de discussion, on verra. Dans les deux interventions, en tout cas, j'ai été frappé de retrouver notamment la place du juge dans peut-être cette désinstitution. En tout cas, j'aimerais bien vous poser cette question-là, et notamment la première question à Adeline Le Gouvello. Vous avez expliqué notamment que les plus hautes juridictions de notre État de droit, donc notamment la Cour de cassation, avaient validé des fraudes à la loi, et notamment vous avez évoqué le détournement de l'adoption, et que dans certaines décisions, je crois que c'était celle de 2014, la Cour de cassation n'avait pas motivé sa décision. J'aimerais comprendre, c'est une question que je me pose d'ailleurs depuis quelques temps, puisque j'ai suivi ces affaires-là pour Famille Chrétienne. Pour quelles raisons ces hautes juridictions ont pris de telles décisions contraires à la loi? Est-ce qu'il y a une explication à donner à cela? Alors, celui qui en a une, je le remercierai. Nous-mêmes, nous avons du mal à comprendre. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait quand même une résistance des juges du fond à la suite de cet avis, qui en plus n'était qu'un avis et pas une décision. Donc, nous avons clamé haut et fort devant les juridictions, parce que nous avons essayé d'être intervenants volontaires dans certaines décisions, dans certaines affaires. Nous avons indiqué et souligné qu'il ne s'agissait qu'un avis, et d'ailleurs, dans
tout autre domaine, les juges disent non, mais ce n'est qu'un avis, nous ne sommes pas tenus de le suivre. Mais là, il a été extrêmement suivi et même utilisé comme motif pour certains juges du fond. Mais non, il est difficile de comprendre pourquoi les juges, sans même nous l'expliquer d'ailleurs, ont entériné de telles choses. C'est là où nous en venons effectivement à un certain subjectivisme, c'est-à-dire que l'un pensera ceci, l'autre pensera cela, alors qu'il s'agissait d'appliquer quelque chose sans que l'opinion personnelle puisse prendre place normalement. Et ma seconde question sera pour M. Perminja, exactement à peu près sur le même thème, sur la place du juge. Vous avez évoqué dans l'application de la notion d'intérêt d'enfant, le fort pouvoir d'interprétation justement de cette notion par le juge aux affaires familiales. Et si j'ai bien compris, vous avez évoqué que c'était peut-être pas une très bonne évolution de cette interprétation de cette notion par le juge. Et à la fois, vous avez dit que le juge était très désarmé. On peut imaginer le juge face à des parents qui rencontrent une difficulté avec leur enfant, qui doivent essayer de trouver la meilleure solution. Voilà. Comment allier à la fois cette nécessité pour le juge de trouver la meilleure solution pour l'enfant et à la fois que le juge ait une place qui soit juste, une décision juste par rapport à la loi? Je pense qu'un des outils qui pourrait être... aujourd'hui, effectivement, le juge doit apprécier ce qu'on appelle une concreto, c'est-à-dire dans le cadre de chaque situation concrète, qu'est-ce qui apparaît conforme ou pas à l'intérêt de l'enfant, en se basant sur les éléments que lui apporte chacun des parents et en se basant sur sa propre opinion, puisque la loi ne donne pas d'éléments précis. Je donnais l'exemple de la résidence alternée pour les petits-enfants. Pour les petits-enfants, la loi permet que les parents la loi pose le principe que le juge, quand il prend des décisions en matière d'autonomie parentale, le critère principal qu'il donne, c'est celui de la pratique qui a été suivie antérieurement par les parents avant qu'ils ne saisissent le juge. Donc si par exemple, quand le juge est saisi, les parents ont mis en place une résidence alternée de l'enfant en bas âge, le juge, logiquement, doit confirmer cette décision. Or, on sait, par des études qui sont faites par des psychiatres, par exemple, que les effets de la résidence alternée pour les enfants en bas âge peuvent être extrêmement négatifs pour l'évolution de l'enfant, qui a besoin de stabilité, de cohérence, qui a besoin d'une figure d'attachement, et qui est généralement cette figure d'attachement dans les premiers mois de la vie de l'enfant, c'est la mère. Or, ça, ce sont des considérations, que soit le juge les sort lui-même, mais il ne peut pas dans la mesure où ils ne sont pas inscrits dans la loi, il ne peut pas les utiliser. Donc, je pense qu'il y a un élément qui pourrait permettre de donner plus de stabilité aux décisions et de repères, ce serait de disposer d'un guide de bonne pratique. Et de ce point de vue-là, en 2017, a été mise en place une commission pour essayer de déterminer, alors c'est dans le cadre de la protection de l'enfance, mais ça peut être utile en matière de droit familial, une commission chargée de déterminer les besoins fondamentaux de l'enfant. En fait, cette commission, c'était une conférence de consensus qui a produit un rapport tout à fait intéressant, et par exemple, qui, sur cette question des figures d'attachement dans les premiers jours de la vie de l'enfant, les premiers mois de la vie de l'enfant, est très clair sur la nécessité de favoriser un lien d'attachement précoce. Donc si nous disposions d'un outil tel que l'analyse et un consensus sur les besoins fondamentaux de l'enfant, auquel le juge pourrait se référer en dehors de sa propre subjectivité, je pense que ça doit être un élément peut-être intéressant. Et alors cette question du dispositif, l'outil d'analyse des situations, qu'il s'agisse des besoins fondamentaux de l'enfant, mais qu'il s'agisse aussi, par exemple, dans le cadre de la protection de l'enfance, d'un guide pour l'évaluation des enfants en danger, ce qu'on appelle sur des informations préoccupantes, ces instruments objectifs établis par des professionnels pourraient être très intéressants pour éclairer la notion d'intérêt de l'enfant. À partir des besoins, je pense que la notion d'intérêt de l'enfant aurait besoin d'être éclairée par celui des besoins fondamentaux de l'enfant. Pour rebondir sur cette notion d'intérêt de l'enfant, c'est vrai que
elle est à géométrie variable, c'est indéniable, mais peut-être qu'on pourrait se mettre d'accord tout de même sur le fait que l'intérêt de l'enfant consiste à minima à respecter les droits qui lui sont reconnus par la loi. Et que de ce fait-là, une loi ne devrait pas être contraire à des conventions internationales reconnaissant ces droits, ou un règlement ne devrait pas, ou une décision ne devrait pas être contraire à des droits reconnus par des textes qui les ont prévus. C'est évidemment un minimum, puis quelquefois il y a des contradictions, mais d'ores et déjà, c'est peut-être une petite base de réflexion. Oui, moi je suis tout à fait d'accord sur cette idée, sachant que l'application et l'interprétation par exemple de la Convention internationale des droits de l'enfant permet aussi d'aller dans tous les sens. Par exemple, en matière de protection de l'enfance, la Convention prévoit que l'enfant ne doit pas être séparé de ses parents, ou s'il est séparé, il peut l'être si son intérêt exige. Donc on a toujours dans la Convention toujours cette possibilité-là d'un alinéa supplémentaire qui dit que dans des circonstances particulières ou si l'intérêt de l'enfant exige, etc., le juge peut finalement, ou l'État peut finalement contredire le premier terme qui est posé dans la Convention. C'est ce qui explique aussi souvent ces distorsions qu'on a constatées, que vous avez évoquées dans votre entretien sur l'envoi de la filiation dans la mesure du possible. Oui, alors je m'interroge un petit peu sur les solutions que vous proposez d'un espèce de retour au positivisme et à l'application stricte de la loi, parce que, on l'a fait remarquer d'ailleurs dans une question précédente, la loi elle-même peut être le produit d'un certain subjectivisme. C'est une majorité, etc. Et d'autre part, il y a toujours une certaine distance entre la règle générale et le cas particulier. Il y a toujours une certaine possibilité et nécessité même d'appliquer la loi à un cas particulier. Et là, je pense que ça dépend non pas tellement de la subjectivité du juge, ou plus exactement, il faudrait que la subjectivité du juge soit transformée, soit éduquée en prudence. Il y a, à mon avis, tout un problème de formation des magistrats, non plus simplement soit à l'application de la loi un peu bête et méchante, je dirais, soit au contraire à ce qui me plaît, mais comment raisonner prudemment pour permettre d'arriver à une solution la plus juste possible. Je crois que là, on touche quelque chose, et ça nous ramène à ce que soulignait tout à l'heure Guillaume Bernard, à savoir que ce n'est pas par un retour à quelque chose aux solutions de la modernité que l'on peut apporter des remèdes à la postmodernité. Je crois qu'il faut revenir à la prudence classique qui implique effectivement une certaine responsabilité du juge, une certaine responsabilité du juriste, exerçant sa prudence. Encore faut-il que cette prudence soit éduquée et qu'il soit lui-même dans les dispositions telles qu'il puisse l'appliquer. Oui, il y a un autre élément qui est à prendre en compte, c'est celui, effectivement, on n'a pas évoqué là, c'est celui mais c'est la conséquence de ce que j'évoquais, c'est bien l'explosion du contentieux familial. Et aujourd'hui, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, sur la prudence du juge, elle est limitée par le temps qu'il peut consacrer aux différentes affaires. Et puis par le fait aussi que le juge, la plupart du temps, est un juge unique, là où dans certaines affaires, on mériterait un débat collégial et une réflexion au moins collégiale. Je pense que la collégialité irait dans le sens de la prudence, parce qu'elle permet effectivement de prendre en compte des avis différents, des points de vue différents, c'est sûr qu'une décision prise par un juge d'affaires familiales de 30 ans sera probablement différente si ce juge a 60 ans, parce qu'il aura l'expérience de la vie de sa propre famille. Et donc c'est une difficulté, effectivement, je trouve, que le juge soit un juge unique le plus souvent, et qu'il soit soumis à des contraintes de temps, de rentabilité, qui limite sa capacité d'analyse, de réflexion et de décision. Et puis le juge est soumis lui-même à l'évolution de la société. Les magistrats reflètent complètement dans leur corps la réalité, la diversité de la société aujourd'hui.
pouvoir contester, parce que ça existe quand même, ce principe de la juridiction, donc pouvoir contester une décision prise par un premier juge en première instance devant la Cour d'appel. Le problème, c'est que les cours d'appel sont, elles aussi, même s'il y a une collégialité dans la formation des statuts, très souvent, les juges rendent leur décision à juge unique. Aussi. Donc, cette question est, à mon avis, une des plus importantes en ce qui concerne le fonctionnement de la justice. Le fait que le juge est de plus en plus un juge seul. Et ça, ça contrevient à l'impératif de prudence que vous évoquez. Le reste, les avocats dans leur plaidoirie peuvent contribuer aussi à ces éclairages. La discussion. Oui, mais c'est vrai que nous, les avocats, nous sentons vraiment impuissants parfois. D'abord parce qu'effectivement, le juge est contraint dans le temps et donc a peu de temps pour nous écouter et le veut de moins en moins d'ailleurs dans les procédures écrites. Et n'a pas le temps non plus de nous lire forcément, vu effectivement l'explosion du contentieux familial. Et parfois, nous nous trouvons impuissants par rapport à des toutes petites choses. Je donnerai un exemple en protection de l'enfance. L'avocat, normalement, a le droit d'avoir la copie du dossier, ce qui lui permet de travailler correctement. Et voilà. Eh bien, je me heurte à des refus de transmission de copie du dossier qui sont dans des juridictions très éloignées de la mienne. Donc, évidemment, je ne peux pas m'y déplacer pour aller les consulter. Et je me retrouve à devoir défendre des personnes sans savoir ce qu'il y a dans le dossier. Et cela m'est refusé parce que le greffe n'a pas les moyens de faire la copie, n'a pas le temps de faire la copie. Donc j'ai beau écrire au président, on me refuse la copie du dossier. C'est quand même stupéfiant dans un état de droit qui est le nôtre d'offrir des moyens de défense comme ceci et de ne pas respecter la loi. En fait, c'est prévu par la loi.